Salutations camarades, c'est Neymon, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suppose que si vous l'avez fait, c'est que vous vous souciez un minimum de l'image que vous renvoyez autour de vous. Vous en avez peut-être marre des personnes qui ont déjà réussi leur vie et qui paraissent trop loin de votre situation actuelle. Et c'est là que j'interviens. Je vais être votre cobaye sur plusieurs années afin que vous puissiez voir à quoi peut ressembler un glow-up réaliste. Alors accrochez-vous pour cette aventure parce que vous n'allez pas être déçus. Chose promise, chose due, je vais vous expliquer en détail comment glow up en 2024. C'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un glow up? Pourquoi ça nous intéresse tant et pourquoi est-ce que tout le monde en veut un? Un glow up peut être défini comme une transformation majeure ou impressionnante, en particulier physique, et qui est considéré comme une amélioration. C'est le processus de se changer en une meilleure version de soi-même. Mais un glow-up ne relève pas seulement de l'apparence physique d'un individu. Il englobe la transformation de son état mental, émotionnel, sa confiance en soi et plus généralement son style de vie. Le glow-up fascine autant parce qu'il repose sur l'aspiration humaine à s'améliorer et à s'élever dans la hiérarchie. Lorsque ce désir profond se transforme en une volonté active, le glow-up débute. On va séparer tout ça en deux parties. Le mental et le physique. Comme vous l'avez compris, le glow-up c'est avant tout une volonté. Donc on devrait commencer par le mental. Mais pour les impatients qui veulent absolument améliorer leur physique, allez directement à la partie indiquée quelque part là. Pour les plus patients, félicitations. Vous avez compris que la partie mentale est indispensable à la personnalisation de votre glow-up. Poursuivre l'amélioration extérieure uniquement et à travers les standards de la société peut s'avérer être très néfaste, surtout si vous ne connaissez pas votre identité. Chaque parcours de glow up est unique et pour vous montrer un exemple, je vais vous raconter mon histoire et mon cheminement mental vers cette aventure. Écoutez bien parce qu'on pourra en tirer des informations cruciales sur le glow up mental. Après le bac que j'obtiens avec mention très bien, j'entame une double licence à l'université de Paris-Saclay parce que ça me paraît être le choix logique. J'ai de très bons résultats, mais je n'aime pas les prépas, j'ai un profil plutôt autonome et j'aime beaucoup les sciences. Donc je me dis banco, je veux un double licence. Je passe une année qui est globalement intéressante, mais j'arrive de moins en moins à me projeter dans le domaine de la science. Au fil du temps s'installe l'insatisfaction et un sentiment d'inutilité que mes camarades peuvent ressentir. Tout cela se manifeste par un grand manque de motivation. Je ne vais plus aux cours magistraux, je ne suis plus attentif lors des TD, je révise uniquement pour passer les examens et arrière de moi l'idée de comprendre ce que je fais. Après une longue et mûre réflexion sur le système scolaire, je réalise qu'il ne me correspond pas et je me déscolarise. À ce moment-là, je sors de la matrice. Je ne réalise pas encore toute l'ampleur de ma décision, mais ça reste le meilleur coup de tête de toute ma vie. Je déménage à la hâte puisqu'il me restait un mois avant la fin du contrat de location et je n'avais pas l'intention de quitter le logement à la base. Je retourne chez mes parents et je réalise qu'il va me falloir une occupation. Il est hors de question que je reste chez eux sans rien faire alors que j'ai besoin d'argent pour construire ma vie. Une amie que j'ai rencontrée en L1 me donne l'idée des cours à distance et dans le même temps j'effectue un service civique dans mon ancien collège. Je commence à payer mes assurances, mes cotisations, mes forfaits, une partie de ma nourriture. En bref, je vais vers l'indépendance. À 18 ans, je sais faire pas mal de démarches que beaucoup de jeunes adultes ignorent encore. Cette période va représenter une grande remise en question sur mon orientation professionnelle, notamment sur mes projets profonds d'entreprise. Je réalise l'implication nécessaire pour accomplir mon chemin, les sacrifices que je devrais faire concernant la vie romantique et les liens amicaux qui devront être maintenus à distance. Je suis confronté au sentiment d'aller trop vite. Cependant, j'ai la chance d'avoir un groupe de potes qui me pousse vers le haut et qui est très compréhensif. En mi-décembre, j'ai l'idée de créer une sorte de communauté, un prototype de mon projet d'avenir principal. Il me permet d'évaluer la réaction, l'engagement et le fonctionnement de certaines personnes aux idées que j'avais en tête. S'être déscolarisé, m'être consacré à ce que j'aimais et faire de l'introspection aura fini par porter ses fruits. Le 25 décembre, le jour de Noël, un ami m'envoie une vidéo qui est sur le point de changer ma vie. Elle parle de discipline, d'objectifs, de réussite de vie et de développement personnel de façon très détaillée. La vidéo me remémore toutes mes tentatives passées de me discipliner et agit comme un déclic. Je me donne alors un objectif, le glow up. Je dois devenir la meilleure version de moi-même en m'améliorant physiquement et mentalement. Je me suis fixé 3 dates qui étaient novembre 2023, août 2026 et novembre 2028. Pourquoi ces 3 dates, me direz-vous? Déjà novembre 2023 parce que c'est mon anniversaire, c'est 18, j'ai 20 ans. N'oubliez pas de me le souhaiter en commentaire, comme ça je saurai qui a écouté mon histoire. Novembre 2028, j'aurai 25 ans. Et 2026, eh bien, c'est une surprise. Donc il faudra suivre l'aventure jusque-là pour le découvrir. Mais revenons à nos moutons. Si vous avez bien analysé mon discours, vous avez probablement remarqué que c'est l'aspect professionnel qui a motivé mon désir d'amélioration. Mais il y a d'autres aspects qui relèvent du globe mental, notamment la vie personnelle et le rapport avec le monde extérieur.
Commençons par le professionnel. Votre vie professionnelle est extrêmement importante puisque la majeure partie d'entre vous devra travailler jusqu'à l'âge de plus en plus reculé de la retraite. Dès l'adolescence, on demande déjà aux élèves de réfléchir à leur projet d'avenir et leur orientation. Tout simplement parce que ça va déterminer une bonne partie de leur vie. Il est donc nécessaire que vous vous posiez les bonnes questions. Quelle est votre motivation intérieure? Dans quel domaine vous souhaiteriez l'exprimer? Il faudra veiller à ne pas choisir une formation n'importe comment. Au lieu de vous demander quels sont les débouchés d'une formation, demandez-vous plutôt quelle formation vous permettra d'atteindre vos objectifs. Faites aussi attention à la nuance entre ce que vous aimez et ce que vous aimez exercer. Beaucoup d'étudiants commettent l'erreur de s'orienter dans la filière qui correspond à leur passion. Mais pour beaucoup d'entre nous, passion et profession devraient rester bien distincts. Il se peut que vous appréciez exercer un métier en rapport avec votre passion, mais cela n'est pas systématique. Souvenez-vous toujours que vous avez le droit de prendre une pause dans vos études, et c'est pour ça que les années sabbatiques existent. C'est normal de se tromper, de recommencer, voire même de tout arrêter. Peu importe le chemin que vous prenez, il doit vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et très souvent, c'est l'expérimentation qui vous confirmera la voie à suivre. Même pour l'aspect personnel, c'est toujours une question de motivation intérieure. Le premier pas, c'est d'être connecté avec vos émotions dans tout ce que vous vivez. Apprenez à savoir ce qui vous rend joyeux, enthousiaste, triste, en colère, apeuré. Toutes les émotions existent pour une raison et il ne faut pas les restreindre ni les refouler. Il faut apprendre à les ressentir, les différencier et les maîtriser. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut être expressif tout le temps. En fonction de votre personnalité, ce sera à vous d'apprendre quand et comment exprimer ce que vous ressentez, et surtout avec quelle intensité. Maîtriser vos émotions peut vous permettre d'identifier vos passions, vos zones de confort. C'est ce qui va vous guider vers les plaisirs de la vie et vous faire l'apprécier. Maîtriser vos émotions peut aussi vous amener à découvrir ce que vous n'aimez pas ou ce qui vous met mal à l'aise. Et c'est ce qui va vous permettre de fuir les situations dans lesquelles vous ne souhaitez pas réellement être. Prenons le cas des relations par exemple, amicales ou amoureuses. Si vous ressentez beaucoup d'émotions positives, comme la joie, la satisfaction, la fierté, la confiance, vous saurez que vous fréquentez des personnes qui vous mettent à l'aise et avec lesquelles vous pouvez être vous-même. A l'inverse, si vous ressentez de la peur, de la colère, de l'insécurité, ce sont probablement des personnes que vous devriez éloigner de votre vie. La toxicité peut venir de partout, de vos amis, de votre famille, de vos partenaires amoureux. Vous êtes légitime de vouloir limiter les effets que ces personnes ont sur vous, voire même de vous en séparer. Certains d'entre vous me diront sûrement que c'est difficile de couper les ponts avec ces personnes. Elles vous manquent et vous regrettez les moments passés ensemble lorsqu'elles sont loin de vous. C'est normal, parce que votre cerveau oublie la souffrance qu'elles vous ont fait ressentir et il ne vous reste plus que la mélancolie. Mais vous ne pourrez pas évoluer mentalement tant que vous ne comprendrez pas l'importance de prendre soin de vous et de couper les relations toxiques. Alors sautez le pas et sortez de vos boucles de relations malsaines. Les gens changent très rarement ou alors prennent des années à changer. Donc croyez-moi, ça vaut pas la peine d'espérer. Une fois que vous aurez effectué ce travail, vous commencerez à développer vos valeurs propres. Ça peut être la loyauté, la solidarité, l'altruisme ou plein d'autres encore. Ce seront des valeurs qui seront importantes à vos yeux et que vous allez cultiver et chercher chez les autres. Vous saurez beaucoup plus rapidement qui vous souhaitez garder auprès de vous ou non. Et c'est ainsi que vous allez vous construire un meilleur cercle et apprécier la vie avec les personnes qui comptent pour vous. Votre confiance en vous va aussi s'amplifier puisque vous connaîtrez votre identité mentale. Vous saurez ce que vous voulez dans la vie et il en résultera une grande motivation à conserver ce que vous avez et atteindre ce que vous désirez. Votre cercle amical vous soutiendra dans cet objectif et vous rappellera que vous en êtes capable. L'union fait la force. Maintenant qu'on a vu comment trouver votre identité mentale, on va déterminer comment établir le contact avec l'extérieur. Une fois que vous saurez qui vous êtes, vous aurez tendance à vous rapprocher des personnes qui pensent comme vous. Vous serez souvent d'accord, vous allez confirmer vos opinions et vos croyances, au point que vous pourriez devenir un petit peu fermé d'esprit et distant du monde extérieur. Un moyen simple d'empêcher ça, c'est tout simplement de faire de nouvelles rencontres. Discuter avec des personnes au point de vue différent vous permettra de vous remettre en question et de découvrir d'autres façons de voir le monde. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous chez le psychologue. Je sais, c'est inattendu, mais c'est un très bon moyen de faire le point sur votre état mental. Ça pourrait vous permettre de mieux comprendre vos tendances comportementales et les points sur lesquels vous devriez travailler. L'avantage du psychologue, c'est que c'est un professionnel extérieur à votre vie. Il ne risque donc pas de confirmer systématiquement votre façon de penser. Au contraire, il pointera du doigt les incohérences afin de permettre votre remise en question. Vous estimerez par la suite, en fonction de votre situation, si vous désirez un suivi psychologique ou non. Mais un premier rendez-vous, c'est déjà pas mal. S'ouvrir au monde, c'est aussi apprendre beaucoup. N'hésitez pas à tenir des conversations intellectuelles avec des personnes diverses.
Cela augmentera votre culture générale. Vous pouvez aussi lire des livres, regarder des documentaires, naviguer sur des sites internet. C'est en cherchant que l'on apprend et que l'on devient plus intéressant. Enfin, faut-il savoir s'exprimer dans la langue de Molière. Travaillez votre éloquence. Votre parole aura beaucoup plus de portée auprès de vos interlocuteurs. C'est difficile de comprendre quelqu'un qui ne s'exprime pas correctement, et ce même si l'on s'efforce de rester attentif. Parlez distinctement et avec un vocabulaire élaboré pour captiver votre audience. Ils n'auront même plus l'impression de se forcer à écouter. N'hésitez pas à apprendre des langues étrangères si vous y êtes doué. C'est un excellent moyen d'atteindre encore plus de personnes et d'avoir accès à davantage de savoir. Et avec tout ça, vous avez de quoi faire un bon glow-up mental et devenir une personne beaucoup plus charismatique. Maintenant, passons à la partie physique. Tout d'abord, j'aimerais rappeler à tous que la beauté est subjective, mais notre perception de la beauté est fortement influencée par les standards de la société, les réseaux sociaux, etc. Le principal, c'est que vous ayez déjà un corps qui vous permette de vivre. Maintenant, si vous souhaitez améliorer votre apparence, faites-le pour vous et pas en réponse à la pression sociale. Personnellement, je vous conseillerais toujours de privilégier les méthodes naturelles. Cependant, si vous souhaitez entreprendre quelconque modification chirurgicale, renseignez-vous et soyez conscient des risques sur votre santé. Peu importe si vos améliorations sont naturelles ou chirurgicales, informez-vous et soyez sûr de ce que vous faites. Rappelez-vous aussi que les modifications physiques ne masqueront pas toujours vos complexes. Apprendre à aimer son corps, c'est un travail mental, pas physique. Pour entrer dans le vif du sujet, il y a 4 points que vous pourrez améliorer. Votre corps dans sa globalité, votre peau, vos cheveux et votre barbe si vous en avez, et votre style vestimentaire. Premièrement, pour que votre corps fonctionne de façon optimale, il vous faudra suivre 3 règles. Bien manger, bien dormir et pratiquer une activité physique régulière. Ce sont les bases de votre santé physique, mais ça ne vous dispense pas des visites régulières chez un médecin. D'ailleurs, si vous identifiez un problème quelconque, ne traînez pas et consultez le plus rapidement possible. La nourriture, c'est littéralement les blocs de construction de votre corps. On devient ce que l'on mange. Et on n'est pas fait pour manger des fast-foods et des produits transformés tous les jours. Donc forcément, ça va altérer notre organisme. L'un des problèmes qui peut en résulter est les odeurs corporelles. Même certains aliments naturels peuvent en provoquer. Dans ce cas-là, je vous conseillerais de les limiter, voire de les rayer de votre alimentation. On peut citer les brocolis, les choux, les oignons, l'alcool, l'ail, la caféine, la viande rouge. Tout le monde ne réagit pas de la même façon à ces aliments. Vous devrez déterminer ce qui vous donne des odeurs corporelles et les remplacer dans votre alimentation si vous en avez besoin. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau afin d'éliminer les toxines de votre corps. Vous pouvez aussi consommer du jus de tomate, du thé vert, du thé de fenugrec, de l'eau citronnée. Si votre sueur sent l'eau, vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez encore améliorer votre odeur corporelle avec un bon gel douche, un déodorant et un parfum de bonne qualité. Votre alimentation doit aussi vous apporter suffisamment de protéines, de bons glucides et de bonnes lipides. Alors n'hésitez pas à lire les étiquettes des produits avant de les acheter. Tout est dans la modération. Vous pouvez vous faire plaisir, mais vous devez contrôler ce que vous ingérez. Le sommeil, quant à lui, va permettre à votre corps de se régénérer. C'est à ce moment-là qu'il va se construire et se réparer activement. Maximisez votre temps de sommeil afin d'atteindre les 8 heures minimum. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais vous devez tout faire pour vous rapprocher des 8 heures sans interruption. Si vous avez du mal à dormir, essayez déjà de couper les écrans 1 heure avant l'heure du coucher. À défaut, utilisez toujours des lunettes de forte protection contre la lumière bleue. Prenez des ampoules de mélatonine si vous avez du mal à vous endormir, surtout si vous souffrez d'un décalage horaire. Tant que vous le pouvez, respectez votre rythme circadien, en dormant à la tombée de la nuit et en vous réveillant au lever du jour. Si vous souffrez de problèmes plus sévères d'insomnie, n'hésitez pas à consulter. Dormir s'avère être crucial dans le développement de votre corps. C'est ainsi que vos cicatrices vont guérir, que vos taches vont disparaître, que vos cheveux vont pousser, que vous allez acquérir de la masse musculaire. En parlant de muscles, j'espère que vous faites un peu de sport. En fonction de vos objectifs, vous n'allez pas suivre le même entraînement qu'une autre personne. Par exemple, il se peut que vous désiriez simplement affiner votre silhouette en perdant de la graisse. Dans ce cas-là, dirigez-vous plutôt vers du cardio comme le vélo, la course, la natation ou encore les sports de combat. A l'inverse, si vous souhaitez prendre du volume musculaire, pratiquez du bodybuilding, que ce soit au poids du corps, au soulevé de poids ou à travers la calisthénie. N'oubliez pas d'adapter votre alimentation et votre sommeil en conséquence. Si vous souhaitez qu'on en parle de façon plus approfondie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas, la régularité est votre maître mot. Persévérez et vous verrez les résultats. C'est normal d'avoir des hauts et des bas, de lâcher puis de recommencer. Aucune progression n'est complètement constante. Nous avons tous une vie à gérer ainsi que les imprévus qui vont avec. Si vous êtes malade ou hospitalisé, ne vous laissez pas démoraliser par le fait que vous ne puissiez plus faire de sport. L'essentiel, c'est que vous soyez en vie. Personnellement, je n'ai pas toujours été super constant. J'ai commencé le sport vers fin 2022
À ce stade-là, je n'allais pas à la salle et je n'avais même pas d'haltères. Je m'entraînais au poids du corps avec des exercices comme les pompes, les dips, les squats, sans oublier les exercices pour abdominaux. Après quelques mois, j'ai acheté des haltères pour rajouter de la difficulté et j'ai appris à faire des tractions. Au début, je rencontrais le problème de la motivation. Un coup, on a envie de faire une bonne séance de sport, un coup, on ne veut même pas décoller de son lit. Ce n'est pas du tout constant, et faire du sport au milieu des distractions qu'on peut avoir chez soi, ça n'aide pas du tout. Pour surmonter ça, j'ai dû comprendre l'importance de la discipline. M'entraîner est devenu une règle qui ne dépend pas de ma motivation. Si j'ai envie de faire du sport, tant mieux. Si j'en ai pas envie, eh bien j'en fais quand même. Vous pouvez intégrer des règles de flexibilité. Par exemple, si j'ai fait du sport hier, je peux ne pas en faire aujourd'hui. Et si je n'en ai pas fait hier, je dois en faire aujourd'hui. Ça vous aidera à maintenir une certaine constance sans être militaire. Si vous êtes cruellement en baisse de motivation, essayez de renouveler vos entraînements en faisant quelque chose de différent. Vous pouvez faire du sport dans un autre endroit, le faire avec des amis, même par appel vidéo, ou pratiquer un nouveau sport. Après plusieurs mois de régularité, je me suis inscrit à la salle et ça m'a apporté la nouveauté dont j'avais besoin. Ça faisait déjà 1 mois que je faisais du sport sans avoir de réelle envie. Comme quoi la motivation n'est pas du tout fiable si vous voulez persévérer dans le sport. Actuellement, je vais toujours à la salle et je m'entraîne avec un rythme PPL-UL, Push Pull Legs Upper Body Lower Body, ce qui me fait un total de 5 jours dans la semaine. N'oubliez pas que chaque personne est différente. Entraînez-vous en fonction de vos objectifs et du volume que vous pouvez gérer. Restez flexible. En théorie, rien ne vous force à aller à la salle, surtout si vous avez des obligations prioritaires. L'essentiel, c'est d'être constant et de bien exécuter les exercices. Faites les mouvements du mieux que vous pouvez en faisant attention à ne pas vous blesser. Si vous voulez qu'on parle de sport plus en détail, vous pouvez aussi me le dire en commentaire. Concernant l'évolution de votre corps, elle sera plus ou moins lente en fonction de votre cas. Par exemple, j'ai un organisme de type ectomorphe, c'est-à-dire que j'ai du mal à prendre de la graisse et du muscle, et mon objectif c'est la prise de masse. Vous vous doutez bien que c'est plutôt compliqué, surtout le fait de devoir manger en grande quantité. Mais avec le recul, je constate que j'ai pris 4 kilos depuis 2023 et c'est déjà pas mal. En se voyant tous les jours dans un miroir, on ne remarque pas toujours sa progression. Ce sont plus souvent mes amis qui me disent que je commence à prendre ou qui voient le développement de certains de mes muscles. C'est pourquoi vous ne devez pas hésiter à prendre des photos et des mesures de poids ou de tour de muscle. Si votre cerveau ne remarque pas le changement, ce seront les données qui vous feront constater les résultats. Maintenant, passons aux soins de la peau. Si vous croyez qu'une bonne skincare est le secret d'une belle peau, sachez qu'on vous a menti. Le principal, c'est vraiment l'alimentation. Même avant de commencer à prendre soin de ma peau, j'avais déjà remarqué les effets qu'avait le chocolat sur mon visage par exemple. Quand j'arrêtais d'en consommer, je perdais la totalité de mes boutons. Et je n'avais pas du tout de skincare. On ne réagit pas tous de la même façon à tous les aliments. Certaines personnes semblent même ne jamais développer de boutons, peu importe ce qu'ils mangent. Soyez attentif à la manière dont votre peau réagit à différents types de nourriture. Les aliments qui ont tendance à donner des boutons sont généralement le lait animal, les sucres raffinés, la malbouffe, etc. Vous verrez peut-être une amélioration en les supprimant de votre alimentation. Mais ce n'est pas tout. Le manque de sommeil peut aussi contribuer à vous donner des boutons. D'où l'importance d'avoir vos 8 heures comme on l'a dit précédemment. Concernant les produits skincare, je tiens à préciser qu'il faut être très prudent. Premièrement, ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes et ça peut même s'avérer être contre-productif. Si votre peau est constamment surchargée de produits, vous allez boucher vos pores et ça pourrait provoquer encore plus de boutons. Naturellement, vous allez penser que pour enlever ces nouveaux boutons, il vous faudra plus de produits. Et c'est ainsi que vous allez entrer dans un cercle vicieux de consommation. Donc non, vous n'avez pas besoin de suivre 10 étapes de skincare tous les jours. Ça prend beaucoup trop de temps et c'est surtout du gaspillage d'argent. Les seules choses dont vous avez besoin, c'est de laver votre peau avec un savon adapté pour le visage et appliquer une crème hydratante avec un SPF pour vous protéger des rayons du soleil ou à défaut une crème solaire après la crème hydratante. Vous pouvez ajouter d'autres étapes si vous le souhaitez comme l'utilisation d'un toner, d'un sérum ou d'un baume à lèvres plus adapté pour vos lèvres, mais prenez soin à ne pas saturer votre peau. Si vous utilisez des masques ou des produits exfoliants, faites-le 1 fois par semaine maximum pour ne pas agresser votre peau. Choisissez vos ingrédients minutieusement en fonction de vos objectifs et faites un test avant d'utiliser un produit afin de vérifier que vous n'y êtes pas allergique. Par exemple, le gel d'aloe vera aide à faire disparaître les taches noires. Vous pourriez vous en servir comme produit hydratant le soir, pas la journée parce que l'aloe est phototoxique. Mais avant d'adopter le produit, appliquez-en en petite quantité sur votre bras et observez les éventuelles réactions pendant 24 heures. Si vous ressentez des irritations ou que vous voyez des rougeurs, c'est probablement un produit que vous ne devriez pas utiliser. De plus, vérifiez que les produits que vous utilisez ne soient pas comédogéniques, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas vos pores. Personnellement, j'ai une préférence pour les produits naturels, mais rien ne vous empêche de tester d'autres formes de produits, voire même de créer les vôtres. Prenez simplement soin de lire la liste des ingrédients et de vous renseigner sur les risques potentiels.
Si vous avez connu des traumatismes cutanés comme l'acné ou encore la varicelle, que j'ai d'ailleurs contracté en avril 2023, vous allez devoir laisser le temps agir. Le temps est votre meilleur ingrédient pour la guérison de la peau. Faites le minimum de soins, mais les soins efficaces. Aucun produit ne fera disparaître vos imperfections instantanément, à part peut-être le maquillage. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous entendez certaines filles se plaindre que certains garçons aient une peau parfaite sans rien faire. Le maquillage peut être très néfaste pour la peau. Alors si vous en utilisez, assurez-vous que vos produits soient conçus pour ne pas abîmer votre peau. Enfin, si vous êtes jeune, rappelez-vous que les hormones jouent un grand rôle dans l'état de votre peau. Attendez votre temps et vos boutons finiront par disparaître. Pour les cheveux, il faudra suivre les mêmes règles, à savoir choisir des produits en fonction de votre objectif, lire la liste des ingrédients et vérifier que vous n'y êtes pas allergique. La toute première étape, c'est de vous renseigner sur votre type de cheveux. Est-ce qu'ils sont plutôt lisses, ondulés, bouclés ou afro? Est-ce qu'ils sont épais ou fins, secs ou à tendance grasse? Tous les types de cheveux ne s'entretiennent pas de la même façon. Ensuite, demandez-vous quel est votre objectif capillaire. Essayez de prévoir quelle coupe irait le mieux à la forme de votre visage. Et si votre décision implique de faire pousser vos cheveux, il faudra encore une fois laisser le temps agir. Heureusement, il y a plusieurs techniques qui vous permettront d'accélérer le processus. Vous pouvez masser votre cuir chevelu, puisque les études ont démontré que cela stimulait la croissance des cheveux. Utilisez une huile pour plus de résultats. Faites des shampoings uniquement lorsque c'est nécessaire, et pas tous les jours parce que vous risqueriez d'assécher vos cheveux. Utilisez toujours un après-shampoing pour limiter cet effet asséchant. Pour fortifier vos cheveux, les hydrater et les nourrir, vous pouvez vous servir de nombreux produits, comme les huiles, les laits, les gels, les beurres, les sérums, etc. À vous de trouver ce qui vous correspond le mieux. Comme pour la peau, privilégiez les produits qui ne sont pas comédogéniques et ne saturez pas votre cuir chevelu en utilisant trop de produits. Quand vos cheveux commenceront à prendre une certaine longueur, vous pourriez avoir besoin de couper les bouts emmêlés. Cela empêchera que vos cheveux ne restent accrochés à votre peigne et ne s'arrachent lors du coiffage. À part ça, vous ne devez absolument pas tailler vos cheveux si vous souhaitez qu'ils poussent. C'est une fausse croyance de penser que les couper augmentera la vitesse de pousse ou que la lune a un effet significatif sur les cheveux. Moins vous avez de cheveux et plus vous percevrez la pousse. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'ils poussent plus vite après les avoir taillés. Et la lune exerce une force notable sur les grandes masses d'eau. Et à l'intérieur de vos cheveux, vous n'avez pas suffisamment d'eau pour remarquer quelconque effet significatif de la lune. Donc non, la lune ne va pas irriguer vos cheveux avec le sang dans votre cuir chevelu. Une fois que vous aurez atteint votre objectif, n'hésitez pas à expérimenter plusieurs styles afin de voir ce que vous préférez. En bonus, les coiffures protectrices auront le mérite de protéger vos cheveux contre la poussière et le peigne. D'ailleurs, apprenez à démêler vos cheveux avec douceur et uniquement lorsque c'est nécessaire. C'est à cette étape-là que vous verrez les avantages d'avoir pris soin de vos cheveux avec les bons produits. Ils seront plus résistants et vous en perdrez moins lors du démêlage. Pour la barbe, le principe est similaire. Vous pouvez utiliser des shampoings, des après-shampoings, des huiles, des crèmes, des sérums, etc. Comme pour les cheveux, vous devrez attendre que ça pousse afin de pouvoir réaliser le style que vous désirez. Si vous avez des trous que vous souhaitez combler, vous pouvez utiliser du minoxidil en combinaison avec un derma roller ou un dermapen. Veuillez vous renseigner sur l'utilisation de ces outils. Notez que le minoxidil peut provoquer des boutons et des rougeurs selon sa qualité. De nombreuses personnes n'auront aucun effet négatif en utilisant du minoxidil, mais si vous avez une peau plus sensible, je vous conseillerais d'y réfléchir à 2 fois. Encore une fois, tout le monde n'a pas la possibilité génétique de développer une barbe, et encore moins une barbe complète. Et si vous êtes jeune, attendez. Certains hommes développent une barbe complète avant la majorité, tandis que d'autres la voient apparaître après 25 ans. On va terminer en beauté avec le style vestimentaire. C'est un moyen puissant d'exprimer votre personnalité et d'affirmer votre identité. Tout comme notre perception de la beauté, notre style vestimentaire est fortement influencé par la société, notamment la mode, l'époque et la zone géographique. Dans ce contexte, il est possible d'identifier des règles générales qui permettent d'améliorer son image, ainsi que des erreurs à ne pas commettre. Toutefois, rien n'est réellement fixe. L'essentiel, c'est que vous portiez les tenues qui vous plaisent et avec assurance. Votre démarche et votre posture vont aussi contribuer à renforcer votre charisme. Je suis bien parti pour expérimenter de nouveaux styles. C'est ce que vous devriez faire si vous souhaitez améliorer votre tenue vestimentaire. Allez en magasin, essayez plusieurs pièces et apprenez à confectionner vos propres assemblages. Allez-y accompagner pour avoir une opinion extérieure et ce sera d'autant plus appréciable. En ce qui me concerne, je compte partager certaines des tenues que je porterai. J'aimerais donner l'envie de s'habiller de 3 façons différentes. En portant une culture ou une histoire, de façon élégante et en explorant des styles peu communs. Si vous voulez voir tout ça, il faudra me suivre sur mon Instagram @l.neymon que vous pourrez trouver dans la description.
Vous y trouverez une première publication où je représente ma culture et mes origines. Si par hasard vous avez la curiosité de savoir d'où je viens, allez vérifier la publication. Voilà camarades, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Bien entendu, on aura le temps d'aborder certains sujets beaucoup plus en détail. N'oubliez pas que c'est ma première vidéo, donc n'hésitez pas à faire des critiques constructives en commentaire. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt.